Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, moins 4 degrés attendus demain matin en Indre-et-Loire. Les températures négatives s'installent. La facture de chauffage, elle, explose. Dans le département, une personne sur 10 n'aurait pas les moyens de la payer. Que faire des bâtiments publics inutilisés? À Loches, le palais de justice et la sous-préfecture sont à vendre, mais ça coince du côté des riverains et des banques, avec le risque de voir les coquilles vides se multiplier. Et puis c'est l'événement sportif du week-end en Loir-et-Cher. Les joueurs du club de CFA2 du Blois Foot 41 rencontreront le FC Nantes demain en Coupe de France. Dans quel état d'esprit sont-ils? Nous avons suivi leur entraînement. Une vague de froid traverse donc la France en ce moment même, et notamment l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Des averses de pluie verglaçantes très localisées sont attendues cette nuit et demain. La 28 est concernée. Prudence, encore une fois, si vous devez prendre la route. Ces températures négatives qui s'installent, c'est aussi un coup dur pour tous ceux qu'on appelle les précaires énergétiques. Pour eux, payer la facture d'électricité ou de gaz est un calvaire. 13% de la population serait concernée en Indre-et-Loire. Séphora Namani avec Amanda Breuer-Rivera. Quand on redoute la facture d'électricité, ou bien qu'il fasse plus froid dedans que dehors, c'est que l'on souffre souvent de précarité énergétique. En région centre, 17% des ménages sont concernés. L'Indre-et-Loire compte 13,4% de précaires énergétiques. En cause, des maisons vétustes, mal isolées, ou bien un mode de chauffage trop coûteux comme le fioul ou les bouteilles de gaz. Un précaire énergétique sur 2 vit à la campagne. Les jeunes et les personnes âgées sont particulièrement touchés. C'est un petit peu toutes sortes de publics et de personnes forcément en précarité, bien sûr. Ça peut arriver aussi, de temps en temps, des personnes qui normalement n'ont pas de soucis, mais suite effectivement à une période de grand froid ou pour une raison ou pour une autre, ils ont eu besoin de plus d'électricité et donc une facture qui est plus importante que celle qu'ils avaient prévue. Et quand ce sont des personnes qui ont un budget tout juste à l'équilibre, ben voilà, il suffit d'une facture un peu plus forte pour les faire basculer dans les soucis. Le département, via son fonds de solidarité logement, a aidé en 2016 3 900 foyers pour un montant total de 532 000 €. Les énergéticiens font aussi un geste en raison du service public. EDF met en place des tarifs sociaux, comme le tarif de première nécessité dont plus de 23 000 foyers bénéficient en Indre-et-Loire. Ils essaient également de communiquer sur les éco-gestes à avoir. On peut aussi travailler sur l'équipement en lui-même. C'est-à-dire que quand vous changez vos lampes par des basses consommations, vous pouvez réduire votre consommation. On peut le faire aussi en débranchant les chargeurs. On a de plus en plus de chargeurs. Des fois, on les laisse pour des facilités branchées. Ben, ça consomme, il faut les débrancher et ça permet de faire des économies d'énergie. Plusieurs campagnes de réhabilitation thermique sont entreprises chaque année par le département et les bailleurs sociaux. Une meilleure isolation pour alléger sa facture, malgré une revalorisation du prix du gaz et de l'électricité en 2017. Si vous entendez des sirènes retentir lundi et mardi à Tours, pas de panique, il s'agira d'un contrôle des installations d'alerte à la population, 7 au total. Des essais qui concernent par exemple l'hôtel de ville ou encore la caserne des pompiers à Tours-Nord. Écoutez l'adjoint au maire, Jacques Shevchenko, interrogé au micro de Paul Sertilange. La ville de Tours, qui a en charge le réseau national d'alerte depuis déjà 2 ans, a demandé un audit sur l'ensemble de ces 7 sirènes de la ville pour en voir l'état. Cet audit va servir également à déterminer un autre point pour une 8e sirène qui desservirait le quartier des Deux Lions, qui n'en a pas aujourd'hui. Quand les bâtiments publics deviennent des boulets pour les communes, avec la disparition ou la réorganisation des services publics, des immeubles et parfois des châteaux se retrouvent vides de tout occupant. À Loches, c'est le cas par exemple du palais de justice et bientôt de la sous-préfecture. Les projets de reconversion existent. Problème, ils se heurtent à la réticence des riverains et des banques. Audrey Champigny. Un palais de justice, 500 000 €. Une école primaire, 750 000, une sous-préfecture, 1,5 million. Tous ces bâtiments du patrimoine de Loches sont en vente. Sur le papier, des projets d'hôtels 3 et 4 étoiles, mais au bout des dossiers qui font flop. Car entre les riverains non contents qui déposent des recours, la frilosité des banques et des assurances et les investisseurs qui jettent l'éponge, Loches se retrouve avec des friches en plein cœur du centre-ville.
Là, on est en train de retarder en fait 9 millions pratiquement d'investissement avec les 2 hôtels, le Palais de Justice et Alfred de Vigny. Bon, moi, je trouve ça désastreux. Parce qu'il y a aussi un climat qui est comme ça, parce qu'on ne veut pas bouger, parce qu'il y a une forme de conservatisme, parce qu'on a peur des nouveautés, parce qu'on se protège, voilà aussi. Parmi ces bâtiments, l'école élémentaire Alfred de Vigny, délocalisée avec la création d'un pôle scolaire. Reste que l'ancien établissement est désormais vide et a perdu un quart de sa valeur initiale en 2 ans. Un non-sens pour l'opposition qui dénonce une mauvaise gestion de la part de la municipalité. L'objet du produit de cette vente est parti vers le désendettement de la ville. Sachant que Loches est une petite ville très endettée. La dette actuelle, elle est 18 millions d'euros. Est-ce que la priorité initiale, c'était bien la création d'une nouvelle école ? Ou est-ce que le projet initial, c'était de doter Loches d'un équipement hôtelier qui répond, on va dire, au prestige espéré qu'en ont ses élus ? Car oui, autre question, faut-il autant d'hôtels à Loches ? Nous avons 5 fois moins de chambres qu'Amboise et 3 fois moins que Chinon. Alors je veux bien qu'il y ait une grande fréquentation à Amboise, très bien, ok, mais à Chinon, n'est pas 3 fois plus fréquenté que Loches, c'est pas vrai. Donc effectivement, on est en sous-capacité. Donc voilà, on peut très bien corriger le tir. Loches n'a pas besoin d'autant d'hôtels, étant donné que les hôtels actuels ne se remplissent qu'à 48%. Alors vous en faites d'autres de plus, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas possible. Et faire des hôtels en centre-ville, ça va bouffer toutes les places de parking. Malgré les recours des riverains, les travaux de l'hôtel 3 étoiles de l'ancien palais de justice pourraient débuter dès le second semestre 2017. Pour l'école Vigny, c'est au point mort. Quant à l'ancienne sous-préfecture, propriété du conseil départemental, rien n'est encore fixé. Fait divers, en bref, avec un incendie qui s'est déclaré vers minuit au sous-sol d'une boulangerie à Genillé. C'est dans l'est de l'Indre-et-Loire. Conséquence, 4 personnes ont dû être relogées par la mairie. Une autre choquée a été hospitalisée à Tours. Enfin, 3 personnes qui travaillaient à la boulangerie sont au chômage technique. Le feu est parti du four à pain. Alors que le CES de Las Vegas, le plus grand salon dédié à l'électronique et aux nouvelles technologies, a ouvert ses portes hier, on s'intéresse au numérique en Indre-et-Loire. L'Observatoire de l'économie et des territoires vient de publier une nouvelle étude. Vous allez le voir, les résultats sont flatteurs pour le département et sa vitrine, la French Tech Loire-Valais. Le secteur représente aujourd'hui 8700 emplois. Alice Gobo. Territoire du numérique, l'Indre-et-Loire est devenu le leader régional du secteur, avec le web, les télécoms, l'audiovisuel, la production ou encore l'informatique, qui est l'activité numérique la plus dynamique du département. Alors quelles en sont les retombées économiques ? Eh bien le numérique est un secteur porteur d'emplois. Près de 9000 salariés travaillent dans ce secteur. Développeurs d'applications ou encore de logiciels, les entreprises recrutent, en particulier les PME, qui regroupent la moitié des salariés du secteur. À tel point qu'entre 2009 et 2015, l'emploi dans le numérique a bondi de 8,1%. L'Indre-et-Loire est le moteur numérique du centre Val-de-Loire. Alors que le département tire les emplois vers le haut, la région est à la peine. L'emploi numérique est à la baisse. Entre 2009 et 2015, la région a perdu dans cette branche près de 1500 salariés, soit une chute de 5,4%. Pourquoi le département de l'Indre-et-Loire se transforme-t-il en puissance numérique ? Celui-ci regroupe pas moins de 75% des établissements du secteur, dont l'essentiel se trouve à Tours et dans son agglomération. Un Paris-Tourangeau incarné par la Cité du numérique, installé dans les locaux de l'ancienne imprimerie MAM. Les startups de la French Tech y ont élu domicile, symbole de l'engagement de Tours dans le numérique. Voilà, et puis rappelons que 240 millions d'euros vont être investis par le département dans les 6 prochaines années pour équiper les communes en très haut débit. En politique, Marisol Touraine était en déplacement ministériel aujourd'hui à Tours auprès des forces de l'ordre. D'abord les policiers, puis les gendarmes. La ministre de la Santé tenait à leur apporter son soutien dans leur mission. Elle s'est ensuite rendue au Liège dans le centre de soins Le Courbat, établissement de santé réservé aux policiers. À la question de savoir qui la ministre soutiendra à la primaire socialiste, eh bien Marisol Touraine refuse toujours de répondre. Et puis la région Centre-Val de Loire va bénéficier d'une rallonge budgétaire de la part de l'État, 10 millions d'euros supplémentaires dans le cadre d'une clause de revoyure du contrat de plan État-région, une somme qui bénéficiera notamment à la restructuration des locaux de l'INSA à Blois, mais aussi à ceux de l'IUT de Tours et de la fac des tanneurs.
Sport à présent avec ce choc qui sera certainement l'un des plus déséquilibrés des 32e de finale de Coupe de France. Le Blois Football 41 face au FC Nantes, ce sera demain à 18h. 5 divisions d'écart avec le club de Ligue 1. Les pensionnaires de CFA2 vont malgré tout jouer leur chance à fond. Comment s'y prépare-t-il et dans quel état d'esprit? Bastien Mathieu et Paul Sartilange étaient à l'entraînement hier soir. Ils l'attendent depuis un mois et c'est pour demain. Depuis le tirage au sort effectué à la Tour Eiffel début décembre, le club de foot de Blois a pris rendez-vous pour un match de gala. La réception du FC Nantes, club historique de Ligue 1, à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. On va jouer comme si c'était un match comme les autres, même si c'est la première fois qu'on va jouer contre une Ligue 1. On va essayer de jouer relâché, sans pression particulière. Et après, on va essayer de faire du mieux possible. Blois, club de CFA2, soit la 5e division du championnat de France, affrontera donc demain un club de l'élite. Les Nantais sont remontés en Ligue 1 depuis 4 saisons maintenant. Et s'ils sont mal en point en classement avec une 18e place, la dynamique est positive depuis quelques matchs avec le changement de leur entraîneur. Forcément, l'adversaire est de très grande qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, a repris des couleurs. Maintenant, moi, j'aurais préféré jouer il y a un mois contre eux. Pour différentes raisons, ils étaient moins bien aussi parce que j'apprécie beaucoup René Girard. Ça m'aurait fait plaisir de le croiser sur le bord du terrain. C'est finalement Sergio Conceição qui sera son homologue, un entraîneur portugais qui a donc su relancer les Canaries. Du côté de Blois, la tendance est inversée. Après un bon début de saison, les Loir-et-Chériens ont un peu plus pioché en championnat avec 5 matchs sans victoire avant la trêve hivernale. Un paradoxe au vu de leur bon parcours en Coupe de France. C'est plusieurs choses, je pense, un peu de fatigue, un peu de relâchement par rapport à un bon début de saison, plus l'enchaînement des matchs de Coupe de France. Je pense que c'est ces choses-là qui font qu'on est moins bien en championnat et on doit se servir du match de Coupe de France pour repartir sur une dynamique positive. Lui-même ancien joueur de Ligue 1 avec plus de 200 matchs dans l'élite au compteur, Patrice Montel sait que dans un match de coupe, tout peut arriver. Et il pourra même compter sur le soutien de nombreux supporters. Le match se jouera à guichet fermé, les 5557 places ayant trouvé preneur. Frondeur, OPS, engagé avec Arnaud Montebourg dans la bataille des primaires et député sortant de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, Laurent Baumel me rejoindra dans quelques instants sur ce plateau. Quel programme et quelle stratégie pour les échéances électorales à venir? Il nous répondra. À tout de suite.